Notre cher public est attendu à sa place. Notre cher public est attendu à sa place. Dernier appel, embarquement immédiat. C'est bon au niveau du live aussi? Eh bien, on continue avec du coup la troisième présentation de ce matin. Quentin Nambo qui va nous parler de don du sang et plus encore. Donc, à toi la parole. Eh Dès bien, allez, que, c'est dès que tu veux. parti. Bon, bah, bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont venus en présentiel, c'est tout de suite plus sympa. Je parle un peu de don du sang. Je vais pas m'embêter avec une intro parce que j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas capté que j'avais prévu que 30 minutes et que c'est pas assez. On va juste parler de don du sang et tout ce qui tourne autour en 30 minutes. Ça, on va commencer avec un peu d'histoire parce que je trouve ça toujours intéressant de réfléchir à d'où vient quelque chose avant d'en parler. Du coup, on va remonter directement en Grèce antique. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque de la Grèce antique, on voyait le sang comme étant composé des quatre éléments, donc l'eau, le feu, la terre et le vent, enfin, ou l'air. Et en gros, à cette époque, il y avait quelque chose qui s'appelait la théorie des humeurs, qui disait que tous les problèmes qu'une personne pouvait avoir étaient dus à un déséquilibre entre ces quatre éléments dans le corps. Et du coup, certaines solutions consistaient à faire des saignées pour enlever du sang, en se disant si on enlève du sang, ça va réduire la pression et peut-être ça va équilibrer les quatre éléments, ou parfois ajouter du sang. On trouve en effet une première trace de transfusion sanguine en moins 280 dans le traité d'anatomie de Hérophile, voilà, qui parle de transfusion sanguine, mais c'est très léger et c'est à partir de sang animal. Et on sait qu'à peu près à la même époque, en Égypte, on trouve des traités à peu près équivalents. Mais voilà, rien de très sûr, rien de très concluant. C'est vraiment quelques traces comme quoi ils ont déjà essayé à l'époque, mais ça s'arrête là. On va devoir faire un bond de presque d'un peu plus de 1000 ans, moins de 2000 ans, pardon, dans le temps pour que ça évolue. En fait, en 1628, on a un Anglais, William Harvey, qui va en fait comprendre et démontrer comment marche tout le système sanguin dans le corps et avec le cœur notamment. Donc, le fait que le cœur c'est une pompe, qu'on a tout ce système de veines et d'artères dans le corps entier et que tout ça, surtout, c'est un circuit fermé. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il démontre que c'est un circuit fermé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on y réfléchit un peu, un circuit fermé, s'il y a une fuite, ok, il faut boucher la fuite, mais après, il faut remettre du liquide dedans, sinon ça marche beaucoup moins bien. Ça va faire une grosse avancée en fait dans les mœurs parce qu'on va comprendre que du coup, en cas de perte de sang, il faut rajouter du sang. Pour la parenthèse, c'est pas le premier à avoir compris ça. On trouve les écrits d'un médecin arabe qui s'appelle Ibn al-Nafis, désolé pour la prononciation, qui dans les années 1100 avait déjà une intuition similaire, moins poussée. Malheureusement, ces écrits sont tombés dans l'oubli parce que ses pairs de l'époque, qui étaient au niveau de Bagdad pour info, n'ont pas trouvé ça très intéressant, donc ça s'est un peu perdu. On n'avance pas beaucoup, cette fois 1667, on arrive en France avec le docteur Jean-Baptiste Denis, qui va sauver un gamin de 15 ans à l'époque en lui faisant une transfusion avec 300 millilitres de sang d'agneau. Et ça va être assez révolutionnaire parce que c'est la première fois de l'époque, on va dire, moderne de la médecine, où on sauve quelqu'un avec une transfusion. Et ça va être révolutionnaire parce que ça marche instantanément. Vraiment, il lui met les 300 millilitres de sang d'agneau et en quelques jours, il est de nouveau sur pied en pleine forme, alors qu'on pensait tous qu'il allait mourir. Du coup, il va continuer à faire de la transfusion sur les années suivantes. Il va devenir populaire, il va devenir médecin de Louis XIV, c'est quand même pas rien, hein. Et là, c'est le drame. Nouveau patient, la transfusion ne marche pas. L'état du patient s'empire, il refait une transfusion, ça s'empire, le patient meurt. La femme du patient porte plainte, comme quoi Jean-Baptiste Denis aurait tué son mari avec ses expérimentations, c'est un savant fou, machin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a un procès. Et le résultat du procès dit qu'en réalité, c'est la femme qui a tué son mari parce qu'elle l'empoisonnait à l'arsenic. C'est ce que le patient disait sur son lit de mort. Et du coup, le médecin est innocenté, mais malgré tout, la faculté de médecine de Paris interdit la transfusion sanguine, parce qu'elle juge que c'est trop dangereux et pas assez maîtrisé. Et du coup, ça s'arrête là. Il faut attendre 300 ans encore pour que ça recommence à bouger. On arrive en 1900, cette fois, avec un médecin autrichien, Karl Landsteiner, qui va faire une grosse découverte. Il va découvrir le système sanguin ABO. Donc on connaît bien aujourd'hui, hein, donc les groupes A, B, AB et O. Ça vient de ce monsieur en 1900, qui veut quand même gagner le prix Nobel pour ça, hein. En 1930, il aura le prix Nobel. Et pour information, c'est la même personne qui va trouver les résus en 1940, accompagné d'un autre docteur. Et là, si vous regardez un peu la date, vous vous doutez que la prochaine date, elle ne va pas être au hasard. Il s'est passé quelque chose pas très longtemps après cette année-là, qui peut faire bouger un peu la médecine. Et évidemment, c'est la Grande Guerre.
On arrive forcément à 1914. 1914, la guerre éclate en Europe. C'est une boucherie sans nom, on le sait. C'était, voilà, autant de morts aussi vite, c'était un peu jamais arrivé en fait. Et du coup, la médecine avance forcément. On en est toujours en France avec Émile Jambreau, médecin, du coup médecin de guerre forcément, on n'a pas le choix à cette époque-là. Il va faire la première transfusion entre deux êtres humains, donc à partir d'une personne en forme vers un soldat blessé. Et là, en fait, ça va tout déclencher. Derrière, en fait, des transfusions, il va y en avoir en masse dans toute la France et je crois toute l'Europe. C'est dur d'avoir des infos fiables. Là où il est révolutionnaire, Émile Jambreau, c'est qu'il comprend comment stabiliser le sang et le conserver en ajoutant une solution de citrate de sodium, je crois, nitrate de sodium. Citrate de sodium, non, pardon, voilà, pour l'info. Et derrière, maintenant, la machine est lancée. On avance un peu. 1928, on a Arnaud de Sanck, encore un médecin français qui va créer le premier centre de transfusion sanguine du monde. Il va le faire à Paris. Et du coup, derrière, là, ça va vraiment avancer très très vite, surtout grâce à ce docteur qui va faire énormément de travail pour le don du sang. Et notamment, il va créer la première fédération française pour le don de sang bénévole. Il va avoir un gros enjeu politique puisque derrière, il va permettre de créer la loi de 1952, qui est hyper importante en France parce qu'elle dit que le sang et tous ses dérivés ne peuvent pas, ne constituent pas un bien du commerce. Concrètement, ce que cette loi, elle dit qu'on ne peut pas vendre le sang, on ne peut pas se faire de l'argent sur le sang, on ne peut pas utiliser son corps pour se faire de l'argent d'un point de vue médical. Et ça va vraiment dicter toute la pensée française autour du don et de l'éthique de la santé. Suite à ça, ça avance assez vite sur la deuxième moitié du siècle. Dans les années 80-90, on renforce beaucoup les règles de sécurité pour les donneurs et les receveurs pour une raison simple, c'est que les gens avaient peur de donner. Du coup, on rajoute beaucoup de règles pour rassurer les gens. Pas oublier que dans les années 80-90, on est à l'époque à la fois du sida et de la vache folle en Europe. Donc les gens sont quand même très craintifs sur tout ce qui touche au sang. En 2000, on a l'EFS qui est créé, donc l'établissement français du sang. Pour les personnes qui donnent, ça vous parle. En fait, avant cette date-là, c'était que des centres indépendants partout en France, qui étaient regroupés, mais ils étaient relativement indépendants. Et du coup, le but de l'EFS, c'est d'uniformiser, d'homogénéiser tout ça. À la fin des années 2000, on a le don du sang qui commence à s'ouvrir pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il faut savoir que depuis 1984, à peu près l'époque où le sida est découvert en Europe, les hommes à la base homosexuels et on l'étend aux hommes ayant des pratiques avec d'autres hommes, c'était complètement interdit. À partir de 2016, ça s'ouvre progressivement jusqu'en 2022 où désormais les hommes et les femmes ont les mêmes règles pour pouvoir donner. Il n'y a plus de contraintes spécifiques liées au genre. Sauf éventuellement au fait de pouvoir attendre un enfant. Je crois que c'est la seule différence qui peut exister. Voilà en gros pour l'histoire. Maintenant, on va parler rapidement un peu du don, comment ça se passe. Je vais essayer d'aller relativement vite dessus parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Je sais que beaucoup de gens donnent quand même, donc c'est assez connu en général. Globalement, le don, ça se passe en 4 étapes. Un entretien, le don, on mange, on aime bien manger, et puis après, notre don, il sert à quelque chose. Ça, c'est quand même cool. L'entretien, globalement, d'abord, on commence par remplir un questionnaire qui ressemble à ça. Donc, on a 3 pages de questions. Est-ce que vous êtes allé à tel endroit? Est-ce que vous avez telle maladie? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin? Est-ce que vous avez vu un chirurgien? Est-ce que vous êtes allé chez le dentiste? Plein de questions très variées, parfois des questions bizarres. Et derrière, on va rencontrer un ou une médecin, parfois ça peut être du personnel infirmier aussi, qui va en fait approfondir ce questionnaire. Suivant nos réponses, poser des questions beaucoup plus précises. OK, pourquoi vous avez vu un médecin? Vous avez noté que vous avez fait une chirurgie. C'était quand? C'était quoi comme chirurgie? Vous avez noté être allé déjà en Océanie. C'était à quelle date? Vous avez fait quoi? Beaucoup, beaucoup de questions. L'objectif, c'est de préparer le don. Identifier si la personne est en état de donner physiquement, identifier si elle n'a pas des problèmes sanguins, si elle n'a pas des maladies potentiellement dans le sang, etc. Globalement, les grosses contradictions, il va y avoir d'abord les voyages. Globalement, c'est lié aux maladies. On prend un exemple, c'est le paludisme ou la malaria, c'est la même chose. La carte qu'on voit ici, c'est les pays où la malaria est très présente. Donc en rouge, c'est très très fréquent et en jaune, on en trouve beaucoup. Si vous voyagez dans ces pays, vous ne pouvez pas donner pendant 4 mois après parce qu'il y aurait potentiellement un risque d'avoir la maladie dans votre sang et donc de la transmettre à quelqu'un qui est malade. Il y a beaucoup de contre-indications liées au voyage. Évidemment, des contre-indications médicales. Si vous avez un problème de sang, si vous avez un problème cardiaque, si vous avez fait des opérations, etc., on va poser plein de questions. Notamment un truc toujours un peu intriguant, c'est la fièvre et la gastro. On a tendance à se dire que ce n'est pas des vraies maladies, c'est bon, j'ai eu la diarrhée il y a une semaine, je ne suis pas malade. On ne peut pas donner. Pour une raison assez simple, c'est que la gastro, ça reste dans le sang si c'est viral, et on le détecte très très mal. C'est très dur à voir dans du sang.
Donc en fait, potentiellement, pendant les 1, 2, voire 3 semaines après une gastro, on a encore des traces du virus dans le sang qu'on pourrait donner à une personne qui est mal en point. Ça, c'est quand même pas cool. Donc ne cachez pas ce genre d'informations si jamais vous allez donner. Évidemment, des contre-indications liées à la sexualité. Ça semble assez évident avec toutes les IST. On sait que ça se transmet beaucoup par le sang. Globalement, la règle est assez simple. Il faut avoir le ou la même partenaire depuis 4 mois. C'est à peu près tout. Donc, soit 4 mois d'abstinence, soit 4 mois avec une seule et même personne. Et pareil pour cette personne. Sinon, c'est no-go direct, ils l'interdisent. Je pense que c'est pour l'idée d'avoir trop de risques, d'avoir une IST, de ne pas l'avoir encore découvert, de ne pas avoir fait d'analyse, etc. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les contre-indications du coup liées aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc le HSH, on appelle ça. Donc c'était interdit de 84 à 2022 avec un allègement 2020 pardon, j'ai écrit pardon. Allègement à partir de 2016. Du coup, on peut essayer de comprendre. Moi, ça m'a toujours un peu intrigué, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi. Donc en posant des questions à des médecins, en me renseignant autour de moi, déjà ce qu'il faut comprendre d'un point de vue purement physique, la paroi anale, elle est beaucoup plus fine que la paroi vaginale. En plus de ça, c'est une zone qui, enfin, l'anus est bien moins lubrifié naturellement que le vagin. En fait, ces deux choses combinées font qu'il y a un gros risque de micro-fissure en cas de rapport phallo-anal et donc un grand risque d'IST. Ça, c'est vraiment des chiffres, hein, c'est de la science pure et dure. Un rapport phallo-anal a plus de risque de transmission d'IST qu'un rapport phallo-vaginal. Jusque-là, c'est assez simple. Alors, on se pose une question, pourquoi interdire aux hommes, du coup, et pas à tout le monde? Il ne faut pas oublier que ça date de 84. On est dans une France beaucoup plus homophobe qu'aujourd'hui. L'homosexualité est souvent quand même très mal vue, très mal comprise aussi. La sexualité, c'est un sujet tabou. Sauf que quand même, en 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Globalement, aujourd'hui, on identifie beaucoup mieux les IST, on sait les trouver, on sait les comprendre, on sait les dépister. On a aussi quand même admis que le rapport anal, ce n'était pas quelque chose d'exclusif aux hommes entre eux, hein, qu'il y en avait aussi entre les hommes et les femmes. Et que donc, du coup, cette règle, elle n'a pas de sens d'être limitée aux hommes. Soit on interdit le rapport anal, soit en fait, on n'interdit rien. Ça n'a pas trop de logique sinon. Pour en parler un peu plus aussi, on a la PrEP qui s'est beaucoup démocratisée. Donc, c'est un traitement préventif qui permet de diminuer grandement le risque de transmission du VIH. Et puis surtout, les mœurs ont changé. L'opinion populaire a changé. Aujourd'hui, l'homosexualité, elle n'a plus du tout autant mal vue qu'elle l'était il y a 30 ans. Du coup, ça permet qu'en France, ça soit totalement autorisé de donner du sang pour un homme. Et cette carte du monde montre en fait les pays qui autorisent le don du sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. En vert, c'est totalement autorisé. En jaune, c'est autorisé sous contrainte. Et en rouge, c'est interdit. Et en gris, en gris, c'est les pays où on n'a pas d'informations. Ou alors où il n'y a pas de don, genre en Antarctique, je ne crois pas que le FS existe. Bon, du coup, le don un peu, comment ça se passe? Pour parler du don, il faut comprendre un peu le sang. Le sang, il faut se dire qu'un humain, un adulte, a environ 5 litres de sang dans le corps, ce qui est une bonne quantité, et que ce sang est divisé en deux parties. Un peu moins de la moitié, c'est des cellules. Donc, on aura les globules rouges qui permettent de transporter l'oxygène. C'est principalement ça qu'il y a dans notre sang. Il y en a, j'ai le chiffre, 5 millions par millimètre cube de sang. On a des globules blancs. C'est les petits policiers qu'il y a dans Il était une fois la vie. Ils sont là pour taper sur les méchants virus, globalement, entre 4 et 10 000 par millimètre cube. Et des plaquettes. Les plaquettes, elles jouent un rôle pour la coagulation. Elles sont là pour, quand on se coupe, faire rapidement un bouchon, puis une croûte, etc. Et l'autre moitié du sang, c'est principalement de l'eau, plus quelques petits trucs, lipoprotéines, protéines de coagulation, etc. Mais globalement, on est sur de la flotte. Et du coup, ça fait qu'on peut faire 4 types de dons en France, principalement. On a le don du sang, où vraiment on donne tout notre sang. Le don de plasma, on va donner la partie liquide. Le don de plaquettes, on va récupérer les fameuses plaquettes. Et il y a le don de moelle osseuse qui est un peu à part, j'en parlerai vite fait tout à l'heure. Le don de sang, pour faire rapidement, l'idée c'est qu'on prend un peu moins d'un demi-litre de sang et c'est très rapide. En moins de 10 minutes, c'est plié, voire moins. Je crois que moi je mets 3 minutes sur le don de sang, j'ai un bon débit et du coup c'est vraiment, on s'allonge, on pompe, on parle 2 secondes avec le personnel infirmier et c'est fini. Ciao, bonsoir. On peut le faire tous les 2 mois, à peu près. On n'a pas le droit de faire plus de 6 dons par an, sinon on considère que ça peut être dangereux pour la personne qui donne. Et ça se conserve un peu plus d'un mois. À droite, je vous ai mis le tableau receveur donneur qui est assez connu, O étant donneur universel et AB receveur universel. Le deuxième don le plus courant, c'est le don de plasma. L'idée, c'est donc d'extraire la partie liquide du sang, donc les 55%. Pour ça, la machine va nous pomper le sang, donc c'est la machine qu'on voit en bas à gauche. Ça passe dans une centrifugeuse qui va extraire le liquide du solide et on réinjecte les cellules
avec un peu d'eau. Et comme ça, on va réussir à extraire jusqu'à 800-900 millilitres de plasma pour une personne. Du coup, c'est long, forcément. Extraction, centrifugeuse, réinsertion. C'est long, mais ça fait beaucoup de bains de liquide et on peut le faire souvent, on peut le faire toutes les 2 semaines. En même temps, vu qu'on prend que de la flotte, le corps la réassimile très très vite. C'est pas du tout traumatisant pour le corps de faire un don de plasma, du coup on peut le faire très fréquemment. Et pour l'anecdote, la notion de donneur et receveur est littéralement l'opposé que pour le sang. C'est-à-dire que O est receveur universel et AB est donneur universel. On pourra rentrer dans les détails en dehors du talk si vous voulez sur la partie scientifique, je n'en parlerai pas là parce que j'ai pas le temps. Et les plaquettes, c'est le troisième don principal qu'on peut faire à l'EFS. L'idée des plaquettes, c'est que, un peu comme le plasma, on va envoyer notre sang dans une grosse machine qui va faire plein de trucs, qui va extraire le plasma d'un côté, les plaquettes de l'autre, et réinsérer en fait les cellules de sang, donc le globule rouge, globule blanc, derrière. En fait, le don de plaquettes, il est cool parce qu'il fait et des plaquettes et du sang, et des plaquettes et du plasma. Donc on fait un peu un double don. Par contre, il est long, 1 heure et demie en général. Et on peut le faire une fois par mois. C'est tout, parce que c'est quand même un peu plus traumatisant que le don de plasma. Gros problème par contre des plaquettes, c'est que ça se conserve que 7 jours. 7 jours, c'est très court. 7 jours, on n'a pas le temps de se dire je vais avoir besoin de plaquettes. Donc on ne peut pas faire de stock de plaquettes. Le FS harcèle beaucoup, on va dire, les donneurs de plaquettes. Je suis donneur de plaquettes, du coup, ils m'appellent tout le temps parce qu'en fait, ils en ont besoin tout le temps. Ils ne peuvent pas anticiper les besoins. Donc le petit bonus, le don de moelle osseuse. Pour comprendre un peu déjà ce que c'est la moelle osseuse, sur ce magnifique schéma volé honteusement sur Internet, je crois libre de droit quand même, la moelle osseuse, en fait, c'est la partie la plus à l'intérieur de l'os. Donc, c'est vraiment au cœur de l'os, on a la moelle osseuse. C'est une zone qui va produire des cellules souches, je vais réussir à le dire, hématopoïétiques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est tout simplement des cellules qui vont pouvoir évoluer soit en globules rouges, soit en globules blancs, soit en plaquettes. Concrètement, toutes les cellules de notre sang viennent de nos os. C'est juste ça que ça veut dire. Le truc, c'est qu'il y a des maladies graves qui touchent le sang, comme la leucémie, qui sont vraiment liées à la moelle osseuse. La leucémie, pour information, c'est un cancer de la moelle osseuse globalement. C'est des cellules souches qui évoluent mal, qui ne sont pas totalement finies et qui du coup en fait vont proliférer à l'intérieur de l'os. Et ça peut au début faire des douleurs, après de la fatigue, ça peut aller très loin évidemment jusqu'à la mort suivant les types de leucémie. Et du coup, faut se dire qu'en France, il y a environ 2000 personnes par an qui ont besoin d'un don de moelle osseuse pour soigner la leucémie et d'autres maladies graves. Et du coup, le don de moelle osseuse, il est assez important. Le problème du don de moelle osseuse, c'est qu'il nécessite une compatibilité absolument parfaite du sang. Il y a beaucoup plus que 8 types de sang. On n'a pas que les groupes A, B, O et AB. En fait, notre sang, il est détaillé vraiment très, 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 très loin. On a beaucoup de protéines et de machins qu'il faut que ce soit compatible. En gros, la probabilité que 2 personnes soient compatibles, elle est quasi nulle. Il faut se dire qu'entre des frères et sœurs, il y a seulement une chance sur 4 d'être compatibles. Alors que frères et sœurs, on se dit, on partage le même sang, on est de la même famille. Donc voilà, c'est pas simple de trouver la bonne personne. Et du coup, en fait, le don de moelle osseuse marche sur un registre. On ne décide pas d'aller donner, on décide juste de s'inscrire sur un registre. Un registre de 40 millions de personnes dans le monde, c'est un registre international, donc en France géré par le FS. L'idée, c'est qu'on dit, j'accepte de potentiellement un jour donner ma moelle osseuse si quelqu'un en a besoin. Et l'idée, c'est que si une personne est en attente de greffe, on va regarder dans le registre et est-ce que quelqu'un pourrait correspondre. Et là, on peut vous appeler, vous avez entre 1 et 3 mois pour accepter et faire plein de rendez-vous médicaux, plein de bilans, s'assurer que tout va bien, s'assurer que votre sang correspond bien. Et si tout va bien et que vous êtes d'accord, là, on va vous prélever. Soit simplement avec une grosse machine type don de plaquettes. On vous donne des médocs pendant 2 jours. Ça extrait les cellules souches de la moelle osseuse pour les mettre un peu dans le sang. Et comme ça, on peut les extraire de façon assez tranquille. Mais c'est long, ça dure 4 heures. C'est un peu relou. Soit plus rarement en France par opération chirurgicale. On va juste aller ponctionner la moelle osseuse dans les os du bassin. C'est une opération qui est sans danger, absolument anodine. Il n'y a vraiment aucun risque. Mais c'est quand même plus lourd de faire une opération que de passer par un simple don. Et il faut savoir qu'il existe un autre type de don qui s'appelle le don de sang de cordon, qui est très très peu connu. L'idée, c'est exactement comme pour le don de moelle osseuse, c'est qu'on va prendre des cellules souches, et cette fois, on va les prendre à partir du placenta. En fait, après un accouchement, si l'accouchement s'est bien passé et que la mère accepte d'être donneuse, on peut prélever au niveau du cordon ombilical les cellules souches qui viennent du placenta, et derrière, faire le même type de don que pour le don de moelle. C'est les mêmes cellules souches. Mais l'intérêt, c'est que c'est indolore,
c'est rapide et il n'y a pas besoin de passer par 4 heures allongé sur un siège à attendre. Et j'insiste, hein, c'est complètement sans danger parce que ça se fait à la fin de l'accouchement et que si tout s'est parfaitement bien passé. S'il y a une urgence, on s'en fiche complètement de prélever des cellules souches. Voilà un peu pour les types de dons. Et du coup, après le don, il se passe la collation, le moment où on va manger. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger? J'ai mis à peu près tous les impacts qu'il y a au fait de donner. Je ne vais pas aller dessus un par un parce que ça peut être long. Mais globalement, il faut se dire qu'on perd beaucoup de volume déjà, on perd beaucoup de sang ou beaucoup de plasma, enfin, quand même perd une grosse quantité de volume. Je vous l'ai dit, on a 5 litres de sang, on donne environ 500 millilitres, voire 900 millilitres si on donne du plasma. Ça représente beaucoup de volume, donc on perd en tension, on est quand même vachement affaibli. On perd de l'hémoglobine, on perd des protéines, on perd du fer, on perd beaucoup de choses. C'est vraiment pas anodin. Du coup, on a le corps qui est affaibli. Il faut vite leur donner des forces parce que sinon, ça peut être quand même théoriquement dangereux. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer à la collation pour manger, où il y a du salé, du sucré, des boissons. Le but, c'est de se poser au moins 15 minutes, de reprendre des forces. Beaucoup des aliments gras, il y a beaucoup de charcuterie et de fromage, ce qui fait que c'est compliqué pour des véganes d'aller à la collation. Pour les végés, ça passe, mais pour les véganes, c'est dur de trouver beaucoup de choses. Et c'est pas très bon, on va pas se mentir, c'est pas ouf bon, mais ça va. Enfin, ça va, franchement. Moi, je me fais quand même plaisir que j'y vais. Et la grande question, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux de donner? Parce que ça peut faire peur, mine de rien. Enfin, ça semble pas anodin de donner son sang. Les principaux risques, c'est d'avoir un hématome, c'est-à-dire un bleu. Globalement, un bleu au niveau de la piqûre. Et ça arrive si on porte quelque chose de lourd, avec le bras qui a été piqué. Et un bleu, c'est pas grave, ça peut faire mal, c'est pas beau, mais il n'y a aucun risque. On peut avoir forcément mal au bras. Si la piqûre elle a été faite un peu au mauvais endroit, un peu mal, ça peut faire quand même mal pendant le don. Mais pareil, aucun danger, aucun risque, pas de danger mortel là-dessus. Il peut arriver qu'il y ait des réactions allergiques. Souvent, elles sont très mineures, elles sont très contrôlées. Et pareil, j'ai trouvé aucun cas de réaction allergique qui a été problématique. J'ai fait quand même un peu de recherche. Le plus connu, c'est le malaise vagal, c'est-à-dire que notre cerveau est plus assez oxygéné parce que on a perdu en tension vu qu'on a donné du sang, et du coup on tombe dans les pommes. C'est pas grave, c'est pas dangereux, le corps le vit très bien. Le seul risque, c'est de tomber, se cogner la tête globalement. Sauf qu'on est entouré de plein de gens, on est assis tout le long, on se lève juste pour aller du siège à la collation, il y a 10 mètres en général, ça va. Et du coup, c'est vraiment safe. J'en ai fait une fois sur tous mes dons, parce que j'avais pas assez mangé le matin avant un don, du coup, j'ai un peu subi. C'est vraiment totalement safe. Il y a une quinzaine de personnels infirmiers, il y a au moins 5 médecins à Lyon, enfin, c'est aucun risque. Très très rarement, on peut avoir une infection si le matériel est mal désinfecté. Pareil, j'ai trouvé aucune trace de quelque chose de grave lié à ça. Donc ça va. Il faut se dire que l'entretien, au début, il sert vraiment à ça. Il sert à s'assurer qu'il n'y aura pas de danger pour la personne, qu'elle ne risque pas d'avoir des problèmes parce que son corps n'est pas apte à subir un don. Tous les incidents, ils sont toujours notés, analysés, ils font des post-mortem tout le temps pour s'assurer que le moindre incident ne se reproduise jamais. On a l'habitude, on fait ça nous aussi, donc on connaît quand même un peu. Il y a du personnel médical partout, en continu, tout le temps. Donc c'est un milieu très très encadré. Et malgré tout, il y a déjà eu un décès. J'ai trouvé une trace de décès en France qui date de 2009, où il y a eu une faute médicale. Pour le coup, l'infirmière a mis le mauvais dosage d'un médicament. Elle n'a pas osé le dire parce qu'elle n'a pas assumé malheureusement son erreur. Et en fait, effet boule de neige, la personne derrière est décédée. C'est quand même tragique ce qui m'est arrivé. Mais une fois sur, je ne sais pas combien de dizaines d'années, j'arrive à trouver sur Internet, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Globalement, la morale de l'histoire, c'est qu'après un don, il ne faut pas faire de sport pendant 1 à 2 jours parce que sinon, vous risquez de faire un malaise. Il ne faut pas porter quelque chose de lourd pour éviter d'avoir des hématomes. Et surtout, il faut appeler le FS si vous êtes malade. Parce que si vous tombez malade dans les 15 jours, il y a une chance que vous étiez déjà porteur d'un virus. Et donc, il faut appeler pour dire attention, peut-être mon sang, il n'est pas bien. Bon, à quoi il sert du coup ce sang? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu ça qui est intéressant, c'est surtout ça qui est moins connu. Déjà, le sang, on va d'abord l'analyser. On prend donc des petites éprouvettes de sang, on les passe dans des machines, on regarde s'il n'y a pas plein de maladies, plein de problèmes, pas de risques, etc. Patati patata. S'il y a un problème, le don est écarté tout de suite. On prévient la personne qui a donné pour lui dire attention, vous avez peut-être une maladie, il faudrait consulter. Si on trouve quelque chose de grave, on est appelé instantanément, évidemment. Si le don va bien, il va être amené
pour être préparé, où là, en fait, on va lui ajouter des produits de conservation, on va séparer le sang, le plasma, les plaquettes, on va faire des médicaments potentiellement suivant ce qu'on a dedans, etc. Et derrière, comme ça, eh ben, on peut après le distribuer dans les hôpitaux pour aller sauver des personnes qui en ont besoin. Globalement, le don, il est utilisé un peu moins de la moitié du temps, donc 46%, sous forme de médicaments et en fait, de traitements pour des maladies et des cancers. C'est à peu près la moitié, et c'est surtout à ça que sert le plasma principalement. C'est pour des traitements de maladies. L'autre moitié du temps, c'est vraiment de la transfusion pure et dure. 35% du temps dans des opérations chirurgicales. Et ça inclut les accidents, dont les accidents de la route, hein, où souvent on perd beaucoup de sang. On va au bloc et là, on nous donne beaucoup, beaucoup de sang pour essayer de sauver la personne. Et il y a 20% du temps où c'est d'autres types de transfusions, typiquement pendant un accouchement, parce qu'on perd pas mal de sang pendant un accouchement. Il faut se dire qu'en moyenne, pour un don, il y a 2 à 3 personnes qui vont recevoir notre don, à peu près. Donc c'est assez cool, c'est quand même assez rentable. Petite anecdote quand même sur comment marche un don dans la vraie vie. Donc ça, c'est une histoire vraie que je connais de sources sûres. Je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une personne qui va faire une chute de 7 mètres. C'est un adulte, pas un enfant, pas une personne âgée. Et suite à cette chute, qui n'est pas non plus très très haute, mais quand même assez haute, il y a de multiples fractures et du coup, grosse perte de sang. Comment ça a été pris en charge? D'abord, on a le SAMU qui va intervenir, qui était au courant, donc arrive avec directement 2 poches de sang pour les donner à la personne sur place. Essayer de la contenir jusqu'à arriver à l'hôpital où au déchocage, on va lui donner encore 4 poches de sang, 4 poches de plasma et une de plaquettes. Puis la personne va aller au bloc opératoire où on redonne la même quantité, ce qui fait un total d'une vingtaine de poches. Donc 10 de sang, 8 de plasma, 2 de plaquettes. J'estime au doigt mouillé que ça se présente peut-être 10 à 20 donneurs et donneuses pour avoir cette quantité-là. J'en sais rien parce que je ne sais pas exactement comment ils les font derrière. Donc beaucoup de dons. Mais le bilan, c'est que la personne, malheureusement, elle est décédée. Donc en fait, quand on voit ça, on peut se dire un peu, ok, en fait, c'est nul, je m'embête à donner et mon sang, il va servir à rien. La personne, elle va mourir. Littéralement, il y a 20 personnes qui ont donné dans le vide. C'est assez intéressant de penser à ça parce que toute l'éthique du don, elle est autour de ça. Quand on donne de façon anonyme. Parce qu'on ne donne pas pour une personne qu'on connaît, on ne donne pas parce qu'on sait qu'on va sauver notre voisin, notre ami, notre famille. On donne juste parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui en a besoin et que peut-être, grâce à notre sang, plasma plaquette, on peut sauver une personne. En fait, c'est la seule raison pour laquelle donner. On donne au pif, au hasard, on ne sait pas et on ne saura jamais l'utilisation de notre don. Et pareil, quand on reçoit un don, on ne sait pas qui nous a donné. Ça inclut la leucémie, hein. Surtout les enfants leucémiques qui vont être sauvés par des dons de moelle, mais ils ne sauront jamais qui les a sauvés. Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est quelqu'un à l'autre bout du monde? On s'en fout. Dans la même lignée, ça vient de la loi de 1952, on ne peut pas faire de profit sur le sang. C'est-à-dire que l'EFS ne peut pas vendre notre sang pour s'enrichir. Ce n'est pas quelque chose de profit. C'est un peu comme une association, quoi. Et ça, on est toujours sur la loi de 52. Et dans la même idée, le don est forcément volontaire et bénévole. On ne peut pas être forcé à donner en France, c'est totalement interdit. Et on ne peut pas être payé pour donner. C'est un acte bénévole. Mais vraiment, en France, il faut se dire que c'est hyper important, ce qui est écrit dans la loi depuis 60 ans, 70 ans. On ne peut rien y faire. C'est vraiment la philosophie qu'on a décidé d'avoir en France sur le don. On ne donne pas pour soi, on donne vraiment pour quelqu'un d'autre. Et on ne sait pas qui, on ne saura jamais qui. Et c'est ce qu'on accepte de faire. Un peu petite parenthèse sur la rareté du sang. Trouver des cartes intéressantes. Ces cartes montrent la présence des groupes sanguins A, B et O à travers le monde. Qu'en rouge, c'est très fréquent. En bleu, c'est quasiment 100% de la population, suivant les endroits. Typiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Amérique latine, le groupe O est quasiment dominant. C'est-à-dire que surtout sur la population amérindienne, il n'y a quasiment que du O. Les groupes A et B n'existent pas du tout. À l'inverse, le groupe A est très présent en Europe et en Asie, et le groupe B, c'est principalement l'Asie et le Moyen-Orient. Donc c'est assez intéressant de voir que la répartition est très différente dans le monde. Et il me manque une slide. Bon, c'est pas grave. Ah si. Savoir, petite anecdote, donc que les groupes sanguins, on a plus que 8. ABO avec les plus et moins, c'est beaucoup plus détaillé que ça, et qu'on essaie toujours de donner du sang le plus proche possible. Savoir qu'il y a beaucoup de sang rare qui touche moins de 4 pour 1000 de la population, qu'en France, on estime que 750 000 personnes ont un groupe sanguin rare, et c'est principalement en France les groupes sanguins de personnes avec des origines d'Afrique, des origines des Caraïbes ou des origines de l'océan Indien, donc île de la Réunion, Madagascar, Mayotte, etc. Donc, si vous avez ces groupes sanguins-là, n'hésitez pas à donner parce que vous avez peut-être une chance d'avoir un sang rare qui pourrait vraiment faire la différence.
Bon, allez, quelques stats parce que je fais de la data. Je me suis d'ailleurs pas présenté, hein. Je m'appelle Quentin, je viens des équipes data. Et du coup, bah, j'aime les stats, j'aime les chiffres, forcément. Donc, quelques chiffres quand même. En France, en 2021, il y a eu presque 3 millions de dons répartis sur 1,5 million personnes. Un peu plus de femmes que d'hommes, mais on est globalement quand même sur la parité. C'est beaucoup des jeunes. 20-24 ans, c'est là où il y a le plus de dons. Mais globalement, ça reste quand même beaucoup de dons jusqu'à 50 ans et ça commence à descendre avec les personnes un peu plus âgées, ce qui est logique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a que 3,4% de la population qui est en âge de donner qui est allée donner en 2021. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui théoriquement pourraient peut-être donner qui n'y sont pas allées. Peut-être pour plein de raisons, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas, ou parce qu'elles ne sont pas au courant, parce qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles ont peur, il y a plein de raisons. 85% du temps, c'est des donneurs et des donneuses connus, donc des gens qui ont l'habitude, c'est un peu des réguliers. Et il y a quand même un don sur 10 qui est évincé parce que la personne, elle a malheureusement des problèmes qui font qu'on ne peut pas prendre son don. Mes stats à moi, parce que forcément je fais de la data, j'ai aussi des stats sur moi-même, je suis un peu obligatoire. J'ai fait depuis 2017 mon premier don, j'ai fait 6 dons de 100. Et rapidement, en fait, on m'a dit, est-ce que vous voulez essayer le don de plasma? J'ai fait, je ne connais pas, je vais essayer. Du coup, j'en ai fait 30, commence à faire un peu plus. Parce que quand j'étais étudiant, j'allais toutes les 2 semaines pour bouffer gratos. Je regardais une série, je bouffais gratos. En tant qu'étudiant, que demander de plus, quoi. Et après, on m'a dit, est-ce que vous connaissez le don de plaquettes? Est-ce que vous avez beaucoup de plaquettes, monsieur? Bon, bah, du coup, maintenant, je fais que ça, du don de plaquettes à gogo, tout le temps. Enfin, tout le temps. On fait plusieurs par an, quoi. Donc, ça fait 47 dons. Et ce qui est cool, c'est que l'EFS nous dit combien de personnes ont reçu notre don. Il y a 141 personnes qui ont reçu mes dons. Et ça, c'est une stat qui fait toujours plaisir de se dire, bah, OK, parmi tous mes dons, il y a quand même plus de 100 personnes qui ont reçu ça. J'espère que dans l'eau, il y en a quand même un paquet qui ont survécu. Ça fait toujours plaisir de se dire que, bah, OK, ça sert quand même concrètement à quelque chose. Rapidement, j'ai 2 dernières slides d'anecdotes, parce que je dépasse un peu. Sur le reste du monde, déjà, le don rémunéré. En France, la loi l'interdit, mais dans beaucoup de pays, c'est autorisé. Notamment dans un pays très proche de nous, en Europe, il y a plusieurs pays qui l'autorisent. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'Allemagne l'autorise. En Allemagne et en Autriche, il y a du don rémunéré. Aux USA, en Russie, en Chine, personnellement, je suis moins choqué. Mais l'Allemagne et l'Autriche, ça m'a un peu étonné. Ça représente en Allemagne, je crois que c'est 35 euros le don. Aux États-Unis, ça peut monter à 50 euros le don, ce qui fait quand même des valeurs pas négligeables. Mais du coup, à quoi ça sert de rémunérer vers un don bénévole? Il y a des avantages. Théoriquement, il semblerait que les gens donnent plus si le don est rémunéré. J'insiste sur le théoriquement. Le chiffre que je mets ici, c'est qu'en Allemagne, une personne sur 3 en âge de donner irait donner régulièrement. Ça me semble énorme et j'ai rien qui valide ce chiffre. Je l'ai trouvé sur un endroit, dans un article, pas sourcé, donc à prendre avec des grosses pincettes. Et théoriquement, ça pourrait permettre aux gens de donner plus facilement. Et ça fait qu'il y a moins besoin de pub parce que le fait de gagner de l'argent, c'est une pub en soi. Donc on n'a pas besoin d'insister avec plein de pubs de l'EFS en France. Et du coup, on a moins de frais et c'est cool parce que ça reste des finances publiques. Mais maintenant, les inconvénients, il y en a beaucoup. Beaucoup d'inconvénients au don rémunéré. Déjà, c'est dangereux. C'est hyper dangereux pour la personne qui donne parce qu'elle va vouloir donner souvent pour gagner de l'argent. Pas bon pour sa santé quand même. Et c'est dangereux parce que la personne va mentir. Rappelez-vous le coup de la gastro. J'ai eu une gastro il y a une semaine. Je peux gagner 50 euros si je ne le dis pas. Ben ouais, moi je ne vais pas dire que j'ai une gastro si ça me permet de gagner 50 euros. On va pas se mentir. Et tout le monde ferait ça. Le problème, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin sur des maladies dangereuses dans le sang. C'est donc non recommandé par l'Organisation mondiale de la santé parce que c'est trop dangereux. Ils estiment qu'il y a un vrai risque pour les receveurs. Et puis, littéralement, ça veut dire qu'on vend son sang pour survivre si jamais on se retrouve dans une population à faible revenu. Eh ben, on va aller donner notre sang juste pour survivre. 50 euros, alors je ne sais pas ce qui est représenté pour quel don c'est, mais si on imagine que c'est le don de plasma, on donne toutes les 2 semaines, on peut se faire 100 euros par mois, bah, ça fait une sacrée différence, 100 euros par mois. Et si en fait on en vient à donner notre sang pour survivre, bah, il y a peut-être un problème. Deuxième anecdote rigolote, cette fois évidemment on va aux États-Unis, dans le Massachusetts, où il y a un projet de loi qui est arrivé l'année dernière, qui n'est pas encore voté heureusement, mais qui dit qu'on peut avoir une réduction de peine en cas de don d'organes, une réduction allant jusqu'à 1 an. Voilà. Je vous laisse faire votre conclusion là-dessus. Moi j'ai un avis, mais voilà, c'est l'Amérique, le rêve américain. Bon, pour conclure, désolé, pardon, spoiler, je vais mettre une image d'une aiguille dans mon bras. Vraiment, elle n'est pas violente, mais si jamais, ne regardez pas. Voilà, c'est mon bras avec une aiguille dedans. Pour rappel, ça reste un acte volontaire. On ne peut pas être forcé, on ne forcera jamais personne à donner. Il ne faut pas se forcer à les donner non plus.
Parce qu'il y a des bonnes raisons de donner, mais il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas donner. Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a peur, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas. Enfin, il y a plein de raisons. Et il ne faut pas en avoir honte, c'est pas grave. Donnez si vous voulez donner, ne donnez pas si vous ne voulez pas. Il ne faut jamais hésiter à demander des renseignements parce que parfois c'est juste aussi de l'inconnu. Donc il y a un channel Slack, HS Don du sang, vous pouvez m'écrire, vous pouvez en parler à vos médecins, vous pouvez aller à l'EFS, il y a des médecins, ils sont là pour ça. Et puis l'anecdote, c'est que moi je trouve que c'est un bon moment pour soi parce que c'est un moment où on fait un acte altruiste. On n'a pas de charge mentale à se dire je devrais faire mes courses, je devrais faire mon ménage, il faut que je bosse, il faut que si. C'est 1 heure de bulle quand on fait un don un peu long. Moi je prends un livre, un plaid, et pendant 1 heure je lis tranquillement, il n'y a rien d'autre qui compte. Et personnellement, j'aime beaucoup pour ça. Pour info, il y a une collecte mobile à moins d'1 kilomètre d'ici. La semaine prochaine, je vais mettre toutes les infos sur HS Don du sang. Si jamais ça peut être l'occasion de vous motiver. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à aller sur le channel HS Don du sang pour poser des questions, pour demander à des gens d'y aller avec vous si vous voulez. À Lyon, on donne au niveau de Perrache à la Maison du Dent. Et puis, il y a le site de l'EFS où il y a toutes les infos. Et merci de votre attention. À tout à l'heure là-dessus. On va laisser la place aux questions et merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a en live ou on commence dans la salle? On a donc une question à distance d'un certain Jules C. Où as-tu pu voir le nombre de personnes qui ont pu recevoir ton don? C'est une bonne question. Alors, en fait, c'est sur l'EFS fournit une application sur tous les stores, App Store et Google Store. J'ai un doute sur son nom, mais on la trouve facilement. Ça doit être EFS ou Don du sang, ça doit s'appeler. En fait, sur cette application, on se connecte et on peut voir tous les dons qu'on a fait et on peut voir combien de personnes ont reçu notre don. Et on sait aussi quand est-ce qu'on peut donner parce qu'ils disent votre dernier don est à telle date, vous pouvez redonner à telle date. Je retrouverai son nom, je mettrai sur la chaise Don du sang si vous voulez. Oui, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner quand on a eu un tatouage ou un dépiercing? Je pense que c'est pour des risques de. En fait, on ne peut pas contrôler si la personne qui fait le tatouage ou le piercing, elle est entre guillemets de qualité. Du coup, il y a potentiellement, j'imagine, un risque que c'était fait avec une aiguille mal désinfectée et que donc il y a une IST, etc. Je ne sais plus la durée, hein, c'est 1 an, je crois, après un tatouage ou un piercing. C'est quand même assez long, mais j'ai peu d'informations, je ne me suis jamais trop renseigné. D'accord, merci. Merci. Je connaissais pas le don dans le cadre du placenta. Don de Et- cordon. Ouais, et c'est utilisé dans quel contexte après? Parce que c'est très très spécifique comme. C'est comme pour les cellules souches, c'est le même contexte que c'est les mêmes cellules. Donc ça va être sur tout ce qui est maladie rare du sang et notamment tout ce qui est leucémie. Mais c'est utilisé surtout pour les bébés? Non, ça va être n'importe Pour qui. même les En adultes? fait, c'est les cellules souches il me semble que c'est les cellules souches de la mère qui sont dans le placenta. Et du coup, c'est exactement les mêmes que dans la moelle osseuse de la mère. Ok, Voilà. merci. C'est juste qu'elles sont plus faciles à récupérer, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans l'os. Donc c'est quand même pratique. Une nouvelle question sur Internet de Damien. Est-ce que la présence d'alcool et ou de THC dans le sang exclut le don? Est-ce que c'est dépisté via l'entretien préalable? C'est une bonne question. Je me suis toujours posé la question. Je ne l'ai jamais demandé officiellement au médecin. L'alcool, non. Parce que j'ai déjà donné un lendemain de soirée légère. Vaut mieux pas pour soi, en fait, surtout parce que vous allez être affaibli et quand même le don, c'est violent. Le THC, je ne sais pas du tout. Ils demandent quand même si vous n'avez pas pris des drogues. Donc je pense que. Enfin, il y a une question sur les drogues. Donc ils vont demander. Et là, il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, j'ai pris telle drogue. Ils appelleront jamais la police, ils vous dénonceront jamais, ils vous diront juste bah non, on ne peut pas prendre votre don ou ok, c'est pas grave. J'avais une question par rapport quand tu as parlé des pathologies bloquantes, enfin des conditions cardiaques bloquantes. Déjà, est-ce qu'il y a moyen de trouver une liste de toutes les conditions qui peuvent être bloquantes? Et est-ce que tout est bloqué de la même façon? Par exemple, tu parlais du don de moelle osseuse. Est-ce que le don de moelle osseuse extrait directement depuis l'os de la hanche peut être bloqué par des conditions cardiaques? C'est une bonne question. Je pense que non, toutes les contre-indications ne sont pas les mêmes règles. Typiquement, le don de plasma a beaucoup moins de contre-indications que les autres dons. Notamment, les voyages ne sont pas une contre-indication pour le plasma. Je pense que le don de moelle osseuse non plus. Tu dois pouvoir trouver des listes sur Internet, sur le site de l'EFS, mais je ne suis pas sûr. Le mieux après, c'est de se renseigner. À la limite, c'est d'aller à l'EFS pour un don et à l'entretien, poser toutes ces questions. Et puis au pire, ils vous diront, bah, vous ne pouvez rien faire, rentrez chez vous, mais au moins, tu auras les infos, je pense. T'as pas parlé quand on n'est pas à même de donner pour des receveurs humains, on peut donner pour la science, je Oui. sais. Notamment une fois, on m'a dit voilà, ça pourra pas aller à des receveurs, mais vous pouvez donner pour la science. Et
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs et que c'est utilisé du coup pour, en labo pour faire des analyses et étudier les maladies du sang. Mais du coup, c'est aussi possible de donner à destination De la science, de la tout à science. fait. Ouais. Typiquement, en cas de voyage, et du coup, on a potentiellement des maladies, ou surtout en cas de gastro, moi, ça m'est arrivé 2 fois de le faire. J'avais eu une gastro les jours d'avant, ils m'ont dit, bah, on ne peut pas prendre votre don, mais si vous voulez, vous pouvez donner pour la science. Ça peut aider, du coup, bah, à mieux identifier la gastro dans le sang. Ça peut être possible. Merci d'avoir donné cette conf. J'avais une question par rapport au groupe spécifique du sang. Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut demander est-ce que mon sang est très rare ou pas? Bah, tu ne pourras pas le savoir avec des questions. Il va falloir forcément faire une prise de sang. En fait, que tu vas aller au don, eux, ils vous font toujours une prise de sang. Et du coup, eux, ils vont le savoir. Donc, tu as donné ton sang. Au pire, bah, c'est un sang lambda de français, donc tu seras A+. En gros, 40% de chance d'être A+. Et du coup, bah, tu auras donné ton sang. Et au mieux, bah, tu auras un sang rare. Et ça, tu le sais si tu reviens au don parce que tu auras ta fiche avec ton groupe sanguin en entier. D'accord. Merci. J'ai jamais été.